Voilà, merci beaucoup. Merci, Docteur Franco, pour cette invitation et puis à vous toutes et tous pour voilà, votre présence et votre attention. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la maladie de Parkinson et je sens qu'il y a eu un petit peu de frustration dans la salle parce que le Docteur Franco allait très vite. Moi, je vais vous emmener sur un autre versant, en fait, une autre face de la même médaille, qui est en fait la notion d'éducation thérapeutique dans les soins pour soutenir justement cette capacité de rester en équilibre et d'aller vers la meilleure qualité de vie possible quand on vit avec la maladie de Parkinson. Et puis je suis contente de savoir qu'on aura après l'intervention de Nathalie et d'Olivier qui, en tant que proches et patients respectivement, feront peut-être un peu le trait d'union entre nos deux interventions. Alors, je vais d'abord expliquer en quelques mots pourquoi et comment est née cette notion d'éducation thérapeutique du patient, pourquoi elle est importante dans le cadre de la relation de soins. Vous allez voir qu'il y a une hétérogénéité de pratique et de définition de l'éducation thérapeutique et ma vision, celle que j'essaye de promouvoir et celle que j'enseigne, est vraiment très proche de ce que M. Franco a décrit à l'instant, avec la reconnaissance aussi de l'unicité, la personnalité propre de chaque personne avec sa maladie. Voilà, Virginie a indiqué tout à l'heure que je parlerais de cette notion d'empowerment des patients. C'est de la notion de pouvoir d'agir et pouvoir d'être dans le contexte de la maladie. Et puis je terminerai par quelques caractéristiques qui me semblent importantes à avoir en tête quand on veut déployer de l'éducation thérapeutique concrètement dans les soins. Alors pourquoi l'éducation thérapeutique et depuis quand finalement est-ce qu'on parle de cette éducation thérapeutique? Et c'est le terme qu'on a décidé de garder encore pour l'intervention d'aujourd'hui, mais on voit déjà que, en tout cas dans le cadre de l'association, on fait évoluer ce terme. C'est d'abord apparu dans les années 90 en lien avec le constat que face à une transition épidémiologique avec de plus en plus de pathologies ou de maladies chroniques ou de longue durée, le système de santé tel qu'il était traditionnellement organisé et encore un petit peu aujourd'hui, n'était pas du tout adapté au suivi à long terme des personnes qui sont amenées à vivre de manière longue et parfois toute leur vie avec une maladie. Et donc il y a eu vraiment un changement de paradigme avec le patient qui est devenu, qu'il a probablement toujours été, mais qu'on a commencé à considérer comme acteur de sa santé, personne actrice de sa santé, et plus le patient objet de soins, tel que c'est le cas quand on est avec un épisode de maladie aiguë. Et dans ce contexte-là a émergé un modèle qu'on appelle le modèle de la maladie chronique, le Chronic Care Model, qui a placé la notion de soutien à l'autogestion par les patients de leurs propres difficultés, de leurs propres maladies, comme étant véritablement un des piliers du système de santé moderne. Et c'est ça qui oriente encore aujourd'hui toutes les réformes qui sont en cours. Alors, ne soyez pas effrayés par ce schéma. J'ai entouré en rouge ce qui me semblait important à souligner dans ce que ce modèle préconise, c'est que finalement, c'est la reconnaissance que les meilleurs résultats de santé sont atteints quand le patient et l'équipe de soins font alliance, justement, sont partenaires, ont des bonnes interactions, et que ça, c'est possible si le système de santé, vous voyez, il y a 4 piliers, dont ce pilier que j'ai entouré en rouge, qui est la notion de soutien à l'autogestion, à la capacité de prendre soin de soi. Alors, cette relation entre un patient et ses proches et une équipe de soins ou un soignant, elle est compliquée. Alors, il y a 2 malentendus fréquents dans la relation de soins auxquels l'éducation thérapeutique du patient va essayer d'apporter un remède, ou en tout cas de trouver des solutions. Un premier malentendu, c'est que la compliance et l'observance, qui sont certes extrêmement importants dans le suivi d'une maladie, ce n'est pas un objectif pour un patient au départ, c'est un objectif de soignant. Je veux que vous soyez, ou je souhaite que vous preniez ces médicaments, que vous fassiez de l'activité physique adaptée, etc. Parce que moi, soignant, je sais que ça vous permettra de mieux vivre. Mais
ce qui importe au patient, c'est d'abord les répercussions que sa maladie a dans sa vie de tous les jours. Et l'observance, qui peut être un objectif de soignant, est en réalité un moyen pour pouvoir continuer d'avoir de la satisfaction dans sa vie de tous les jours. Le deuxième malentendu extrêmement fréquent, c'est que c'est la réalité de la maladie. C'est d'abord un objet de savoir pour le soignant, et puis c'est une expérience totale, une expérience extrême, on dit quelquefois, corporelle, sociale, psychique et spirituelle pour le patient. Et donc, quand un patient et un soignant se rencontrent pour parler d'une maladie, ils pensent qu'ils parlent de la même chose, mais ils ne parlent pas tout à fait de la même chose. Et petit à petit, par l'expérience, je pense que quand on a soigné depuis 20 ans ou 30 ans une certaine pathologie, des personnes avec une pathologie, on acquiert une connaissance plus fine aussi de ce que vivent les patients. Mais c'est notamment au travers de l'éducation thérapeutique des patients qu'on arrive à co-construire entre soignants et soignés des savoirs qui sont utiles à la gestion de la maladie au quotidien par le patient et sa famille. Dans le cadre d'un partenariat où le soignant s'intéresse à la vie de tous les jours du patient et pas seulement à sa maladie et son traitement. Alors, quelques jalons historiques très rapidement sur le plan international. Comme je vous l'ai dit, on est parti de ce chroniquaire modèle qui place l'autogestion comme pilier des systèmes de santé. Ça a donné lieu à des modèles d'éducation thérapeutique qu'on a appelé le self-management support, le soutien à l'autogestion. Et puis, il y a des concepts associés, comme plus récemment cette notion de planification de soins personnalisés. Et en parallèle, dans le monde francophone dans lequel nous sommes, l'éducation thérapeutique, au départ, est le fait ou a été promue et pensée et mise en pratique par un diabétologue suisse, le professeur Jean-Philippe Assal, qui était, et qui est encore, parce qu'il est encore en vie, ce monsieur, et il travaille encore, mais diabétique lui-même, et qui a été, en tant que patient, très sensibilisé au fait que les modèles de soins promus n'étaient pas adaptés aux besoins des patients qui vivent avec une maladie chronique. Et donc, il a introduit la notion de pédagogie et de psychologie clinique qui devenait aussi importante dans les soins que les aspects médicaux eux-mêmes. Et aujourd'hui, il poursuit son travail en amenant des aspects liés à l'art, avec le théâtre du vécu. Et puis aussi, ici, c'est le passeport sensoriel, c'est un travail sur les 5 sens pour aider aussi dans cette adaptation à la maladie chronique. Alors, si je compare les systèmes français et belges, parce que en Belgique, l'éducation thérapeutique du patient n'est pas une obligation. On peut être soigné, voir des médecins, voir des infirmières, voir des kinésithérapeutes, et ne pas recevoir ce qu'on nomme, en France en tout cas, l'éducation thérapeutique du patient. Alors on le fait un petit peu sans le savoir, quand on prodigue des conseils, quand on donne des informations, mais on sait que ce n'est pas suffisant et que l'éducation thérapeutique du patient peut poursuivre d'autres objectifs, comme le soulignait le docteur Franco à l'instant. Alors curieusement, en Belgique, la Belgique, en fait, dans les années 90, a été assez précurseur par rapport à l'éducation thérapeutique du patient, parce que des comités hospitaliers ont vu le jour, notamment à Liège, et puis on a créé un centre d'éducation du patient pour la formation continue des soignants, qui est toujours à Montgaudine. Aujourd'hui, l'éducation thérapeutique en Belgique est revenue en dehors du contexte de la maladie de Parkinson, de manière plus générale, redevient une priorité grâce à l'expérimentation de plans de soins intégrés qui ont placé, ici vous voyez la petite bulle en haut à gauche avec la flèche, il y a marqué Empowerment. Empowerment, c'est autonomisation, renforcement du pouvoir d'agir des personnes. Et grâce à ça, on a remis l'éducation thérapeutique comme un des objectifs principaux de l'organisation des soins. Et on a demandé à l'ALUS, qui est le collectif des fédérations d'associations de patients, d'écrire un texte qui guide les soignants dans la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique du patient pour promouvoir l'empowerment.
J'ai dit que je comparerais rapidement avec la France parce qu'en France, il y a un tout autre modèle et on peut être tenté parfois en Belgique d'adopter le modèle français qui a l'air de fonctionner si bien et qui fonctionne très bien à certains égards, mais qui a aussi des insuffisances qui sont maintenant bien documentées. On va essayer d'être plus créatif par rapport à ce qui existe déjà. Donc, en France, l'éducation thérapeutique est inscrite dans la loi. Tous les services hospitaliers qui soignent des personnes qui vivent avec des maladies chroniques, ils appellent ça des affections de longue durée, sont obligés de mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique. Et pour pouvoir les mettre en place, ces programmes sont accrédités par des agences régionales de santé. Donc c'est très, très encadré et c'est obligatoire. Alors vous avez donné une très bonne définition tout à l'heure. Je vais vous montrer ici qu'il y a plusieurs types de définitions qui existent et qui vont avoir pour conséquence des pratiques différentes d'éducation thérapeutique du patient. Et en fait, en fonction de la définition qu'on assigne à l'éducation thérapeutique du patient, on va avoir des pratiques qui sont plus ou moins centrées sur l'observance et l'adhésion au traitement prescrit. On reste dans une perspective biomédicale. Ce n'est pas la plus efficace. En tout cas, ce n'est pas celle qui donne le plus de satisfaction ni aux patients ni aux soignants, mais les soignants sont formés dans cette perspective-là. Et puis, il y a une autre perspective où on est dans une perspective de promotion de la santé, école de vie, Parkinson, où on va s'intéresser à d'autres choses que la maladie et le traitement. Et dans cette perspective-là, on essaye de promouvoir l'empowerment ou le renforcement du pouvoir d'agir. Alors, à l'origine, l'OMS donnait cette définition en 1998 à l'éducation thérapeutique du patient. Et ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas la peine de tout lire, mais d'abord, c'était conçu comme un processus par étapes, intégré aux soins, qui concerne la maladie, le traitement prescrit, le soin, les institutions et les comportements de santé, pour aider les patients et leur entourage à comprendre la maladie, à collaborer aux soins et surtout, in fine, à améliorer leur qualité de vie. C'est la définition qui prévaut encore dans le modèle français, notamment pour cette notion de processus par étapes, très structuré, d'un diagnostic, ce qu'ils appellent un diagnostic éducatif jusqu'à la mise en œuvre d'une forme d'éducation. Et c'est la définition qui se retrouve en plus court dans la loi française, avec un paradoxe ou une contradiction d'une certaine façon, puisqu'ici on dit que ça a pour objectif de rendre le patient autonome en facilitant son adhésion. Donc il y a déjà une certaine définition de l'autonomie qui est en fait d'être adhérent ou compliant. Voilà, il y a une certaine contradiction, mais c'est avec cette définition qu'on travaille dans la loi. En référence à des recommandations, et c'est à partir de ces recommandations que les programmes sont accrédités, qui vont permettre de mettre en place des programmes structurés d'activités qui sont organisés par étapes. Donc cette notion de par étape vient nier aussi ce besoin de personnalisation que vous avez mentionné à l'instant, et on voit qu'on est proche de la définition initiale de l'OMS. Alors, en parallèle, il y a d'autres définitions qui existent, d'autres manières de former les soignants à l'éducation thérapeutique du patient. Et ici, j'emprunte quelques slides à une collègue qui travaille à l'association francophone pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient, qui promeut des formations de soignants qui se font en parallèle parfois avec des patients. Soignants et patients forment ensemble des soignants, et qui promeut aussi des formations où c'est toute une équipe de soins qui est formée en même temps, du médecin jusqu'à la secrétaire, ou de la secrétaire jusqu'au médecin, suivant que je pars de la base ou pas. Et donc chacun apprend à partager, il y a une culture commune de l'éducation thérapeutique du patient. Et ici, cette définition pour eux, c'est donc intégré aux soins, et ça a pour but d'aider les patients à prendre soin d'eux-mêmes. Et prendre soin de soi-même, c'est aider le patient à prendre le pouvoir. Et donc pour le soignant, ça veut dire adopter une manière de travailler qui favorise l'implication du patient dans les décisions et les actions relatives à sa santé. Vous voyez qu'on ne pointe pas la maladie et les traitements, c'est déjà plus large. Et donc pour faire ça, il s'agit d'aider le patient à prendre soin de lui-même, pas pour qu'il soit juste capable de gérer au quotidien le traitement qui lui est prescrit,
mais pour qu'il soit en mesure de prendre et de mettre en œuvre les décisions qu'il juge favorables à sa santé, à son équilibre. Autrement dit, il s'agit de renforcer son pouvoir d'agir, et là on vient à ma fameuse notion de empowerment, pour pouvoir agir et trouver son propre espace de liberté dans son environnement propre, malgré les contraintes et les embûches qui ne sont pas niées et qui sont réellement présentes dans la vie du patient et de leurs proches. Alors, si on regarde des définitions au niveau international de l'empowerment des patients, y compris des définitions qui viennent des associations de patients elles-mêmes, il y a toujours cette notion de maîtrise et d'autogestion de la santé et de la vie qui sont au cœur des définitions. Ici, une autre définition du développement du pouvoir d'agir, donc pour aider les patients à agir sur ce qui a du sens pour eux. Et moi, je vais vous inviter maintenant à passer de cette notion de pouvoir d'agir à la notion de pouvoir d'être, qui est dans l'empowerment des patients. Et pour ça, je vais faire un petit détour vers une littérature qui nous vient de la sociologie de la santé et de l'anthropologie médicale déjà dans les années 80, où des chercheurs ont accompagné, suivi, ont se rendu au domicile de patients qui avaient différents types de maladies chroniques. Et leur conclusion, dans un ouvrage et des articles scientifiques, ça a été de dire finalement, les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, elles sont confrontées à 3 grands types de défis. Elles doivent gérer tout ce qui est en lien avec la maladie et les traitements. Je l'ai représenté ici sous la forme d'un arbre tout en haut dans les branches parce que c'est ce qui se voit le plus. Elles doivent gérer un quotidien qui est rendu compliqué par la maladie et les limites induites par la maladie. Et puis surtout, ce qu'on ne voit pas, parce que c'est dans les racines ici, dans mon petit arbre, c'est la notion de gestion de soi, de sentiment d'identité, de reconstruction de son identité personnelle et de son estime de soi avec la maladie. Et en réalité, les 3 sont intimement liés. Et quand on est parfois, en tant que soignant, frustré de se dire « mais pourquoi est-ce que ce patient ne fait pas ça ?» Il a rien compris. Parfois, on entend ça. Moi, je l'entends de la part de soignants, et pas que les médecins aussi, mais pas que. Et bien, finalement, on reste bloqué sur ce qui se voit le plus, qui est la gestion de la maladie. En réalité, c'est souvent parce qu'il se passe des choses extrêmement complexes et invisibles souvent pour le patient lui-même, au niveau de son identité. Et alors, finalement, si on veut éduquer pour la santé, faire de l'éducation thérapeutique dans une perspective de promotion de la santé, on doit vraiment s'intéresser à ces 3 dimensions ensemble. Alors ici, je cite une collègue universitaire de l'université de Turin en Italie, qui est une psychologue du développement, qui vit elle-même avec la sclérose en plaques et qui a mis en place des programmes d'éducation thérapeutique. Je ne sais pas si elle l'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est de l'éducation thérapeutique pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Et elle dit finalement, pour elle, bien plus qu'un processus d'ajustement à la maladie, le fait de vivre avec une maladie chronique implique de devenir acteur de son propre développement dans la maladie. Et ça, c'est vraiment un contre-pied par rapport à ce qui est véhiculé le plus souvent, notamment par les psychologues de la santé, où on dit toujours aux patients qu'ils doivent accepter, qu'ils doivent s'adapter, qu'ils doivent s'ajuster. Et elle dit finalement non, il faut reconnaître que cette maladie, elle va impliquer des défis particuliers, mais on reste acteur de son développement dans la maladie. Et ici, c'est traduit remarquablement bien par un médecin et psychanalyste français dans les années 80, 1978 pour être précis, et qui dit que finalement, être malade, finalement, c'est apprendre à devenir parfaite synergie avec vous. Vous dites 2 minutes et le micro s'arrête, ça vous a fait pareil. Voilà. Et donc l'enjeu pour lui, c'est de devenir autrement le même. Et pour moi, c'est ça aussi l'enjeu de l'empowerment finalement. Et il dit, être malade, c'est changer. Mais changer, c'est tantôt être un autre, tantôt être autrement le même. Or, cesser d'être le même, c'est se perdre. Et voilà, je pense que l'éducation thérapeutique a vraiment comme enjeu aussi de soutenir cette capacité à devenir autrement le même dans l'expérience de la maladie. Alors,
pour ça, je vous donne quelques points de repère. C'est ma slide la plus horrible pour terminer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Et finalement, et je vous invite, en même temps qu'on va la parcourir, à imaginer à chaque fois que je dis patient, de penser à proche ou entourage ou aidant proche ou proche aidant, suivant le terme que vous préférez, parce que je pense que les personnes qui accompagnent les personnes qui vivent avec la maladie ont aussi besoin d'être soutenues et peuvent l'être également par l'éducation thérapeutique, et pas seulement pour aider la personne qui est malade, mais aussi pour s'aider soi-même à continuer de bien vivre dans ce contexte. Alors, une relation de soins ou d'éducation qui soutient l'empowerment des patients, c'est une relation qui soutient la capacité des patients ou des proches à comprendre ce qui leur arrive pour agir sur ce qui peut être contrôlé. C'est une relation qui soutient et accompagne les patients dans leur motivation et leurs efforts dans les adaptations de vie qui sont nécessaires. C'est aussi une relation qui soutient la capacité du patient à faire face au stress induit par la maladie. Donc tout ce qui est des aspects d'activité psychocorporelle, de régulation émotionnelle. Vous avez beaucoup parlé des émotions, c'est extrêmement important dans toutes les maladies chroniques, mais je pense dans la maladie de Parkinson en particulier. C'est s'intéresser aux activités du patient et au sens qu'il donne à leurs activités. C'est une relation de soins qui supporte l'incertitude. L'incertitude parce qu'on ne sait pas où on va, l'incertitude qui habite les patients, mais aussi parfois les soignants. C'est aussi une relation qui accompagne la recherche de sens et le travail identitaire, pas pour imposer le fait de devenir, si je reprends le terme de Norbert Ben-Saïd, de devenir autrement le même. Simplement être attentif, dire, tiens, là, cette personne, elle est en train de me dire qu'il y a des choses qui étaient importantes pour elle avant et qui le deviennent moins, mais qu'il y a des choses qu'elle découvre, qui ont du sens aujourd'hui, qui lui donnent du plaisir à vivre. Vous, en tant que soignant, en tant qu'accompagnant, en tant que proche, on peut se dire, ça, c'est le signe que la personne est en train de changer, mais pas de manière négative, en fait, qu'elle est en train de s'ajuster ou de vivre des choses qui ont du sens pour elle. Donc c'est aussi une relation qui prête une attention particulière aux proches aidants, pas seulement parce qu'ils vont nous aider en tant que soignants à mieux soutenir la personne qui est malade, mais aussi pour eux-mêmes. Et puis, ça tient compte aussi, ce type de relation, des déterminants non médicaux de la santé et donc de l'environnement de vie des personnes malades, de ce qui leur est accessible, du fait de leurs conditions de vie, etc. Voilà, ici c'est la dia où j'ai remplacé patients par proches partout, donc c'est exactement la même, mais vous l'avez peut-être déjà fait dans votre tête, donc je ne vais pas le refaire. Et finalement, et c'est ma dernière slide, Virginie, en guise de conclusion, finalement, s'engager dans ce type de relation de soins et d'éducation, c'est finalement, ça nous aide à éviter 3 pièges. Alors, je m'adresse peut-être ici plus qu'aux soignants, qu'aux patients ou aux proches, mais ça veut dire aussi que vous pouvez être exigeant par rapport à ce type de relation qui s'instaure avec les soignants et à refuser finalement des pratiques de soins et d'éducation qui seraient trop normatives et prescriptives où on voudrait exactement la même chose pour tout le monde. Ça veut dire aussi que c'est important dans ce type de relation de soutenir l'autonomie des patients et des proches, une autonomie qui peut être comprise comme le fait de prendre des décisions pour soi, de faire des choix, mais pas que. En contexte de vulnérabilité, on sait que l'autonomie, elle peut aussi s'exercer par le fait qu'on accepte une décision qui est prise par un médecin en qui on a confiance, et on se dit, cette décision, elle est bonne pour moi et je la fais mienne, même si je n'ai pas eu le sentiment d'exercer un choix. Un deuxième piège qu'on cherche à éviter, c'est le fait de comprendre l'apprentissage seulement comme un transfert de connaissances. J'évoquais la notion tout à l'heure de co-construction de savoir utile pour le patient et pour le soignant à un moment donné de la relation et de l'évolution de la maladie. Et le troisième piège qu'on souhaite à éviter, c'est l'illusion de la standardisation des objectifs, des pratiques et des mesures d'évaluation où on considérerait que c'est exactement la même chose pour tout le monde à tout moment. Et ici, j'ai repris ma petite image de l'arbre qui était dénudé dans les diapositives précédentes pour vous montrer toute la variété des arbres possibles et on reconnaît tout de suite immédiatement que ce sont toujours des arbres, mais ce ne sont pas les mêmes. Et bien dans l'empowerment des patients, on a aussi cette notion de personnalisation et de reconnaissance de l'unicité de chacun. Merci beaucoup pour votre attention.